Le bouton vert. lépp jàmm sant yàlla bu wér waay sant. Oui, machallah. alhamdulilah. Eh ben Pape Seck Ouais. merci waay ci acceptation wu kii bi discussion bi ñu amal nii nii. Ouais, ben, c'est un plaisir. Des Diegolou aussi si contre-temps, oui, parce que voilà, genre, j'étais très claqué, je me le refusais, du coup, j'ai dormi, et j'ai dormi normalement les mots D'accord, oui, ça se comprend, ça se comprend. Yeah. En tout cas, Yes. de toute façon, on peut le faire en français parce que après, on peut avoir des personnes qui nécessitent de comprendre ce qu'on dit et en Wolof, ça ne comprendra pas. Ça peut être un peu compliqué, ouais. Oui, c'est ça. Donc, c'est une discussion en fait que j'ai initiée il n'y a pas si longtemps pour parler de culture, pour créer des discussions avec les gens qui sont dans la culture. Récemment, c'était avec un poète. Donc, pour la réalisation, j'ai pensé à avoir une discussion avec toi par rapport à ton expérience. C'est vrai que tu es encore jeune, mais je te suis depuis un bon moment et je vois qu'il y a une expérience aussi. Je peux dire que tu as un peu roulé ta bosse. Donc, c'était intéressant d'entretenir avec toi une discussion par rapport au cinéma sénégalais, par rapport à ton positionnement en tant que jeune dans le milieu de la culture au Sénégal. Aussi, je suis dans une école où tu as eu à faire à passer une partie de ton cursus. Et je sais qu'en ce moment, tu as fini et que bon, après, tu pourras me rectifier si ce n'est pas le cas, tu dois être au Sénégal. Donc, comment tout ça se passe, comment tu gères les choses, tout ça, on va rentrer dans le vif du sujet au cours de cette discussion. Maintenant, premièrement, peut-être que ta présentation sera mieux faite par toi-même. Comment tu te présenterais aux personnes qui ne te connaissent pas, Pape Seck? Bon, mon vrai nom, c'est Pape Abdoulaye Seck. D'accord. Je suis sénégalais, originaire de Dakar, plus précisément à Mbao, qui est un petit village de l'Ébou dans la presqu'île du Cap-Vert. Et je suis un ancien passionné du cinéma. Je dis ancien passionné parce que voilà, genre, j'étais un très grand cinéphile jusqu'à ce que behind the scene et j'ai commencé à être un disciple du cinéma parce que tout simplement c'est un métier qui m'a toujours fasciné, qui continue aujourd'hui à me fasciner et ma passion, je préfère la considérer comme une discipline aujourd'hui qu'une simple passion parce que je me suis rendu compte que voilà, je suis dans un métier qui allait au-delà de la simple perception que j'en avais et que aujourd'hui, grâce à ce métier, j'arrive à parler de mon intériorité, à le confronter à mon extériorité et à être dans un univers que j'arrive à partager avec le monde. Donc voilà, je ne me définirai plus comme jeune parce que je pense que je ne suis plus très jeune vu qu'il y a quand même une très grosse vague qui arrive également dans ce métier, qui sont moins âgés, qui sont peut-être pas forcément plus jeunes que moi, mais me considèrent comme déjà un aîné, ce qui me fait un peu me sentir plus vieux. Mais même si j'ai que 33 ans, bientôt 34 ans, voilà. D'accord. Mais est-ce que tu te définirais, je sais que dans certains pays, pour être réalisateur, il faut avoir réalisé un long métrage, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ta façon de te décrire ou bien de te présenter, tu diras que tu incluras tu diras, te présenteras comme un réalisateur, un businessman, un cinéaste. Est-ce que là, on peut dire que tout est réuni? En quelque sorte, oui, parce que aujourd'hui, c'est vrai que dans le temps, on considérait plus les gens qui avaient tourné des longs métrages comme des réalisateurs, mais nous savons tous aujourd'hui ce qu'implique l'industrie de la série dans notre univers. Et pour avoir réalisé une grande saison avec la série Golden, pour avoir beaucoup travaillé dans les séries, aussi bien Wara, Safé Mangan, Tel Aviv, Wallabok que j'ai réalisé aussi avec Fatou Pandé qui sort bientôt, comme Sarah 221 que j'ai également réalisé qui est en cours de post-prod, les courts-métrages que j'ai faits qui ont eu des prix à travers le monde.
Bon, je peux quand même oser me définir comme étant un réalisateur pour avoir été, ne serait-ce que être reconnu par un festival panafricain comme le FESPACO qui m'a octroyé un grand prix du meilleur film d'école depuis 2015. Donc, je pense que voilà, il y a un cheminement qui a déjà été fait. Mais moi, je ne me cantonne pas dans les définitions, tout simplement, parce que pour moi, il y a deux types de réalisateurs. Pour moi, toute personne qui a réalisé quelque chose, que ce soit un clip, une pub ou autre, qui reste un réalisateur. Mais dans l'autre sens, la définition que j'en donne et que je prends de Claude Belblé, qui a été un de mes formateurs à l'ESSAV, c'est qu'un réalisateur ou un cinéaste, c'est un cadre supérieur de l'intelligence sensible. Et je pense que tant qu'on tend vers ça, on tendra vers devenir un cinéaste. Maintenant, qui approuve qu'on soit un cadre supérieur de l'intelligence sensible? Je pense que c'est le public un peu qui perçoit les univers qu'on leur propose et qui en ressentent un certain nombre de choses. C'est surtout ça, voilà. D'accord. En tout cas, c'est... Oui, bon, là, je voudrais juste qu'on voit un extrait d'un court-métrage. Après, on va rentrer au fond du sujet. Donc, D'accord. je vais trouver ça tout de suite. Là, je suppose que tu reconnais bien le film. Est-ce ta première expérience en matière de réalisation? Non, c'est mon troisième film. D'accord. Ouais, Sagar, c'est mon troisième film. Avant Sagar, j'avais fait Attendre l'attente, qui était une fiction que j'avais fait dans le cadre de ma formation à l'UGB. Puis j'ai fait Sorry, qui est un documentaire sur la migration avant de faire Sagar. Voilà. D'accord. Ben, la scène que nous venons de voir est assez forte, mais par contre, par rapport, par exemple, aux distinctions, je pense que Sagar a déjà eu à participer à des festivals et à remporter des prix. Tout à l'heure, tu parlais de FESPACO. Était-ce avec Sagar? C'était effectivement avec Sagar. Sagar est un court-métrage que j'ai réalisé en 2014, sorti en 2015, et qui a parcouru plein de festivals pendant 4 ans, en fait. Et parfois, j'ai l'impression que ça me colle un peu trop à la peau, pour la simple et bonne raison que les gens, ils n'arrêtent pas de faire référence à ce court-métrage quand ils parlent de mon parcours. Après, c'est quelque chose que je comprends aujourd'hui, peut-être moins hier. Aujourd'hui, je le comprends bien. Parce qu'en regardant un peu avec plus de distance, je comprends que pour beaucoup, j'ai été très intuitif. Et je pense que c'est cette intuition qui a été très déterminant au-delà de l'inspiration, au-delà aussi de cette envie que j'avais de raconter cette histoire-là. Voilà. Oui, mais si cette histoire a pu marquer et que ça a pu avoir un succès, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui accroche. À ton avis, quel est le succès? Qu'est-ce qui explique ce succès? Qu'est-ce qui explique cette force que cette musique, que ce court-métrage a? Qu'est-ce qui explique sa force, en fait? Si tu dois le garder. Moi, Oui. la seule explication que je me donne, c'est que ça a été un film qui était quand même très sincère à plusieurs niveaux. Non seulement d'abord dans déjà le choix de ce sujet, dans comment ce sujet me parlait, parce que je vous donne un peu le scoop, qui est que ce film, moi, j'ai commencé à l'écrire après ma première année à l'ESSAV. Je n'ai vraiment pas commencé à l'écrire à la troisième année. C'est quand je suis rentré au Sénégal pendant les vacances de 2012 et que j'avais commencé un peu à découvrir certains auteurs, à avoir un regard déjà très différent de ma société pour avoir été dans une société différente pendant une année entière. Et c'est là où j'ai commencé à brainstormer sur ces questions d'histoire d'amour entre deux êtres, donc les amours impossibles, comme on les appelle. Et ça a été l'inspiration basique de Sagar. À l'époque, j'avais un titre comme Veto, et l'histoire racontait l'histoire de la fille et d'un homme qu'elle aimait, mais que les parents s'étaient opposés. Finalement, on lui arrange un mariage avec un cousin, et pour des problèmes de mariage consanguin, elle ne parvient pas à avoir d'enfant. Et donc, les années ont passé, ses parents sont décédés, elle reste seule dans son calvaire, et elle devient folle dans ce calvaire-là, parce que ce n'est pas une vie qu'elle s'est choisie. Donc, ça, c'est vraiment l'histoire basique que j'avais commencé à écrire après ma première année à l'ESSAV. Et plus les années passaient, plus je découvrais de nouvelles choses par rapport au métier que j'avais choisi. Et plus j'arrivais à aiguiser un peu ma réflexion par rapport à mon sujet.
qui était beaucoup une question d'attachement, parce que finalement, Sagar, ça ne parle que d'attachement. Et dans le contexte basique, c'était un attachement d'une femme par rapport à un homme, donc c'est très basique. Et en approfondissant, c'est devenu un attachement à plusieurs niveaux. C'est l'attachement au néant, donc de cette femme qui n'a pas cet enfant qu'elle désire tant, mais qui l'a rendue quelque part folle. Et elle s'attache malgré tout à ce néant-là. Il y a le mari qui s'attache à cet amour qu'elle a pour sa femme. Et il y a cette belle-mère qui s'attache à la dignité de sa D'accord. Eh bien, société qui est totalement restée hors champ. Et c'était un choix d'entrée de jeu, quoi. Ouais. Oui, ce que j'allais ajouter, c'est que par rapport en te proposant d'entretenir ces discussions, j'ai quand même regardé un peu ce qui a été fait, bon, les discussions que tu as eu à avoir avec d'autres personnes. Et j'ai vu que, par exemple, pour parler de ta venue à l'ESSAV, tu es passé de ton parcours à l'UGB pour dire qu'après, je pense que tu as pu réaliser un film et qui t'a ramené dans un festival où tu as fait des rencontres qui t'ont amené à l'ESSAV. Donc, est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus par rapport, et même au film qui t'avait qui avait permis que ça se passe? Ouais. Bon, je pense que le contexte, c'était qu'à l'époque, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis était en train de tester un nouveau programme qui s'appelait, c'était un programme initié par le Centre Sierval de la Faculté des Sciences sociales, dirigé à l'époque par le professeur Goran Bot. Et ils étaient en collaboration avec l'association Oui Alumni avec Marie-Hélène Valcuesta et l'école de cinéma de Barcelone qui était ESCAP. Et ils avaient fait une sélection de 14 jeunes ouest-africains pour faire un master en écriture cinématographique. Et quand on parle d'écriture cinématographique, ça concerne et le scénario, mais également comment on part du texte pour faire une mise en scène, une mise en image, une mise en son pour créer le film en soi. Et donc, après ce cursus, il y avait 3 films qui avaient été sélectionnés, 3 projets du moins, et mon projet en a fait partie. Donc, on a été les 3 premiers avec Najib Sagna et Julien qui ont vu leur film se faire réaliser dans le contexte de cette formation. Et après ça, nous sommes partis à Barcelone parce que c'est là où on a fait quelque part la présentation finale des travaux qui ont été faits. Donc, pour valider cette formation qui a été faite au Sénégal. Et dans le contexte donc, du festival de Barcelone, de Mostra 15e édition de Barcelone, j'ai rencontré Hamid Farjad, que tu connais certainement, qui est professeur à l'ESSAV, et conseiller pédagogique, et réalisateur iranien. Donc, après avoir vu nos 3 films avec les autres films qui avaient été présentés lors de ce festival, il était curieux de savoir celui qui avait fait le film que j'avais réalisé. Donc, attendre l'attente. Et en rappel, moi, j'étais le plus jeune de cette formation. Je pense qu'à l'époque, je devais avoir 20 ou 21 ans, quelque chose comme ça. Et donc, quand on lui a dit que c'était moi, on nous a présenté. Il a demandé à me rencontrer au petit déjeuner le lendemain. Lui, il prenait son petit déj tous les jours à partir de 6h30 du matin. Moi qui étais plus habitué à me réveiller à 7h, donc j'ai dû me réveiller à 6h pour pouvoir prendre le petit déj avec lui. C'est là où il m'a parlé de choses qui l'ont beaucoup touché dans le film et dans ma manière aussi de poser mon regard. Bon, tout ça, c'est des choses que je trouvais très aériennes à l'époque parce que j'avais aucune conception précise par rapport à ce qu'il disait. Mais il a quand même répété que j'avais un potentiel et que je gagnerais à faire des études en cinéma. Et voilà, genre c'est là qu'il m'a parlé de l'ESSAV, qu'il m'a parlé du concours ou même d'entrer en master directement. Mais lui, il m'a conseillé de repartir à zéro et que je ne perdais rien à le faire. C'est comme ça que durant l'année 2010-2011, j'ai préparé le concours de l'ESSAV et je suis sorti deuxième à l'international au concours. Voilà. Ben, très bien. En tout cas, c'est assez édifiant parce que après, c'est un peu incroyable. C'est comme s'il s'agissait d'une vie de rêve, quoi. Bon, étant moi-même passé par là, étant même passé par là, je sais que parfois c'est peut-être un rêve que de vouloir participer participer d'un monde où qu'on ne voit qu'à la télé. Donc, comment on dit? Est-ce que tu as eu cette impression aussi de vivre comme un rêve, quoi? Ou bien, bon, après, j'entends Bon, quand tu dis que voilà, il y avait beaucoup de choses que tu
comprenais pas à l'époque. Mais cette découverte, est-ce que c'était comme une rêve qui se réalise? Je n'oserais le définir comme étant un rêve, parce que moi, personnellement, effectivement, j'ai vécu un rêve, mais je n'avais pas la conscience de ce rêve-là. Moi, j'avais juste l'impression de suivre mon destin, parce que personnellement, moi, j'ai jamais rêvé de devenir cinéaste, j'ai jamais rêvé de devenir réalisateur. Moi, je rêvais surtout de devenir un grand scientifique, quelqu'un qui va être dans les inventions, des nouvelles technologies. Ça, c'était vraiment ma passion d'enfant. J'ai très tôt été initié à l'informatique, déjà dans les années 2000. À l'époque, j'avais même pas encore 14-15 ans et c'était pas une époque non plus où l'informatique était très accessible comme aujourd'hui. Donc voilà, moi j'ai baigné dans cet univers-là. Ensuite, j'ai découvert la création sonore avec l'application qui s'appelait, le logiciel qui s'appelait Magnétophone. Je pense que les anciens ils connaissent. Et avec Magnétophone, vu que j'étais un féru de j'étais le seul garçon de mes parents, j'avais que des sœurs. Et donc voilà, je n'avais pas forcément d'amis à qui raconter mon spleen, entre guillemets. Et c'est à travers l'écriture que je déversais beaucoup de choses au collège. Puis après est arrivée la musique du rap, donc qui alliait écriture avec une certaine manière de saccader les mots pour donner peut-être un autre niveau à mon mal-être, entre guillemets. Et donc voilà, pour moi, mon arrivée dans le cinéma, ça n'a fait que suivre ce chemin, en fait. J'avais l'impression d'être dans un cheminement cohérent, même si à la base, il n'y avait pas une envie ou une ambition derrière, dire il faut que je devienne tel ou il faut que je devienne tel. Voilà. Je pense que je l'ai vécu de manière très inconsciente et que c'est après avoir fait une partie du chemin, parce qu'on continue encore à faire le chemin, je pense que c'est après avoir fait une partie du chemin que j'ai pris conscience de ce que c'était, en fait. Et que quelque part, c'est comme une mission qu'on me donne, quoi. Voilà. D'accord. Eh bien, tout à l'heure, tu parlais tout de suite de Golden. Il y a aussi d'autres séries que tu as évoquées dans ta présentation. Alors, est-ce que Golden, bon, parce que on a aussi un petit extrait de Golden qu'on va peut-être partager tout de suite, mais avant de le faire, est-ce que disons, est-ce que c'est la série qui a été peut-être plus populaire ou bien il y a eu d'autres qui ont été plus populaires que Golden de ce que tu as fait comme série quoi, au Sénégal? En soi, en tant qu'assistant, Sahoy Mangan a bien marché, C'est la vie a bien marché, Ouara a bien marché. Mais par rapport aux séries que j'ai réalisées, Golden a été le premier, au fait. En tant que réalisateur, Golden a été le premier diffusé à la télé sénégalaise, donc TFM. Et donc, effectivement, les gens ont... Genre, avec Golden, j'ai pu avoir un accès direct au public sénégalais. Alors qu'avec mes courts-métrages, j'ai été découvert par le monde du cinéma africain, plus que sénégalais. Et les gens du milieu ici, ils m'ont connu à travers les prix que j'ai eus avec mes courts-métrages. Mais tu sais, genre, il y a un gap qui est quand même réel entre le public et les gens du milieu, donc les gens du métier. Et le public m'a effectivement découvert à travers la série Golden. Maintenant, les autres séries que j'ai évoquées, c'est bien après Golden que je les ai réalisées. Et il y en a une, Wallabok, qui sort normalement dans le courant du mois de juin. Donc, et pourtant, Wallabok, j'ai commencé à le tourner avant Golden, avec Fatou Kandé, bien sûr. Mais voilà, c'est une production qui a un chemin totalement différent du chemin de Golden. Parce que Golden, c'était plus un financement très axé sur les placements de produits. Et donc, on était dans du tourné-diffusé pour pouvoir garder un peu le business model par rapport à la boîte où j'étais. Mais voilà, Wallabok a suivi un chemin différent parce qu'il a suivi le chemin du funding, donc déposer des dossiers dans les fonds, que ce soit OIR, que ce soit ailleurs. Et après, il y a un studio qui est venu derrière investir en tant que coproducteur. Et donc, voilà, on a pu aller jusqu'au bout de la création, c'est-à-dire il y a eu le moment de tourner, il y a eu le moment de la post-prod, donc aussi bien les montages, les montations, mixage et étalonnage. Alors que Golden, on n'avait pas forcément cette option. Golden, c'était vraiment
l'exercice, comment je pourrais le qualifier? C'était vraiment un exercice très poussé, dans le sens où il est arrivé même que je reçoive les scénarios à 15 minutes de tourner la scène. Donc, donc, recevoir une séquence à 15 minutes de la tournée, à en faire un bon découpage, une belle interprétation. Voilà pour le petit extrait du moins. Donc, alors, moi, je l'ai choisi, il faut dire qu'aussi par cette actrice que je trouve magnifique. Voilà. Donc, je trouve les acteurs Déjà, c'est un casting assez intéressant. Donc, comment ça s'est passé, la relation avec les acteurs? J'ai vu quelques photos sur les réseaux sociaux. Ça avait l'air d'être magnifique sur les plateaux de tournage. Tu sais, moi, j'adore les acteurs. Et je pense que tous ceux qui jusque-là ont tourné avec moi savent ça de moi. Moi, je tiens énormément à mes acteurs. Et pour moi, au-delà même de la relation professionnelle qu'on entretient, il est toujours important d'avoir cette petite relation humaine. Il est très important pour moi d'avoir cette relation humaine. Parce que finalement, c'est à travers cette relation humaine que j'arrive à mieux communiquer avec eux. Parce que ça installe un climat de confiance. Et je pense que pour beaucoup, que ce soit Madigen, que ce soit Suleiman Julot, c'est des gens que je connaissais avant, pas avec une grande affinité, mais c'est des gens que j'avais déjà rencontrés. Amélie, on s'était déjà rencontrés au FESPACO. Pareil, Suleiman, l'année où j'ai reçu le prix du meilleur film d'école en 2015, il est venu me trouver après ma descente sur le podium pour me dire que Moussa Touré lui avait beaucoup parlé de moi et que ça lui faisait plaisir déjà de me rencontrer. Et ça, c'était la base de notre relation. Et quand on est arrivé sur le projet Golden, déjà, bon, vu qu'on avait entretenu de bons rapports, c'était devenu plus facile, en fait. Donc, dès qu'on s'est rencontrés, déjà, dans les séances de lecture et de répétition, il y avait déjà une réelle connexion qui allait au-delà du rapport acteur-réalisateur. Et on est devenus de très grands amis, que ce soit Julot, que ce soit Amélie, que ce soit Lena Thomas-Guy, que ce soit Jupiter. Donc, en fait, avec tous les acteurs, même Mentor Bar, Khalil Gaye, c'est des gens avec qui voilà, je garde de bonnes relations parce que quand vous partagez une émotion, que ce soit une émotion heureuse, une émotion triste, une émotion de frayeur, souvent ça crée un lien invisible, mais c'est un lien qui est très, très, très fort. Et je pense que c'est que ça qui a transpiré, je pense, dans leur interprétation à un certain nombre de points. Ils ont été collaboratifs et avec de belles forces de propositions. Et à chaque fois, tu vois, on arrivait à échanger, à jauger pour mieux comprendre la proposition de l'un et de l'autre afin de servir au mieux les spectateurs sénégalais qui sont tombés sous le charme de ce projet-là. D'accord. Oui, c'est vrai. J'ai aussi remarqué que, en fait, c'est par rapport à la réalisation de ces séries, tu disais tout de suite que les scénarios, vous les recevez 15 minutes avant. Alors, c'est un peu étrange. C'est peut-être pas ce à quoi tu étais habitué avant de venir. Est-ce que la réalisation, ça consiste à la direction d'acteurs ou à la mise en scène, à l'écriture des scénarios? En quoi, en fait? C'est tout, en fait. C'est tout. Pour moi, c'est un ensemble. C'est un ensemble. C'est-à-dire, Mais à pour la ces base de séries-là. la base, déjà c'est pas tout le temps qu'on reçoit les scénarios à 15 minutes. Bon, la plupart du temps, on les reçoit la veille, le plus cool possible qu'on a, c'est qu'on les reçoit 2 jours avant. Mais 2 jours avant, c'est vraiment à des rares exceptions. Mais cela n'enlève en rien tout le travail que le réalisateur fait initialement. En tant qu'auteur, genre, il y avait des auteurs qui écrivaient, mais à chaque fois que je recevais des textes et que je voyais des choses qui n'étaient pas cohérentes, j'avais aussi cette liberté de réécrire, de corriger ou de donner une orientation différente dans ma mise en scène. Et ça, on l'a beaucoup fait pendant le tournage de Golden. Mais voilà, moi, je suis quelqu'un qui est... C'est-à-dire, à l'école, nous, on nous a beaucoup formés à faire du découpage sur papier et à être sûr de là où on va. Parce qu'effectivement,
Il faut qu'on comprenne pourquoi on le fait comme ça. Avec le temps et les expériences, je pense qu'il y a eu un certain nombre d'automatismes qui sont venus. Et ce n'est pas des automatismes standards. C'est-à-dire, moi, je suis arrivé à me dire que le cinéma n'a qu'une seule règle, c'est la cohérence, quel que soit le choix, quelle que soit l'orientation. Et donc, en me basant sur cette notion de cohérence, et ça faisait que chaque fois que je recevais le texte ou que je devais tourner une séquence, je me pose toujours les mêmes questions qu'on se pose d'habitude. Qu'est-ce qui est arrivé avant? Qu'est-ce qui arrivera après? Et quel est le sens de ce moment-là? Non seulement le sens en termes de scène, mais le sens en termes de ressenti du personnage et à quel niveau de sa psychologie il se trouve par rapport à son arche narrative. Donc, j'intègre toutes ces informations-là et je me demande par rapport au sens que j'ai, quelle est la meilleure manière de filmer la scène. Et donc, moi, j'essaie toujours de sortir du standard du large champ contre champ. Parfois, tu vois, il y a des scènes comme la scène qu'on a vue où c'est assez simple, il n'y a pas un enjeu extraordinaire, donc on le traite avec simplicité. Mais quand tu vas 2 scènes plus tard, par exemple, quand James monte dans sa chambre pour revoir sa femme pour la première fois dans leur chambre conjugale, c'est une scène que j'ai beaucoup tournée à travers le miroir. Et pourtant, cette séquence, je l'ai reçue effectivement à 15 minutes de tourner cette scène-là. Donc, les acteurs ont dû apprendre le texte avec moi. Genre, on a fait les traductions sur place. L'orientation qui a été donnée initialement, j'ai dû le réorienter parce que c'était une scène où on parlait beaucoup de leur passé. Et pour moi, la symbolique du miroir était importante pour être aussi dans ce rétro-là, dans cette vue de l'arrière, et que le personnage, en même temps, puisse se mettre en face, eux-mêmes en face de leur passé. Et voilà, c'est des choses comme ça. Nous, on a beaucoup travaillé, tu vois, sur ces notions de sens. Mais tout ça, voilà, c'est exactement le même travail de metteur en scène, de directeur d'acteur, de responsable artistique qu'on a gardé malgré le dispositif qui était totalement différent. D'accord. Eh bien, nous allons essayer de faire parce que après 30 minutes, c'est ce qu'on s'est fixé comme règle pour les discussions. Donc, je vais te poser quand même une dernière question pour ne pas trop. Sinon, j'en avais d'autres, mais je vais terminer par celle-là. C'est que je sais que là, en ce moment, il y a le milieu, en tout cas de l'audiovisuel et du cinéma, c'est un milieu qui attire beaucoup les jeunes. Voilà, il y a beaucoup de jeunes qui souhaitent s'investir dans le monde du cinéma et de l'audiovisuel. Donc, est-ce que toi, tu leur dirais, par exemple, qu'être formé, puisque ça a été ton cas, c'est nécessaire, ou bien est-ce que c'est un milieu qui doit être embrassé comme ça, sans aucune formation? Est-ce que ça marche dans ou bien est-ce que la formation est nécessaire pour faire court? Dans tout ce que ce soit dans le monde, la formation est toujours nécessaire. Maintenant, là où peut-être on va devoir relativiser, c'est sur la notion de formation. Comment est-ce qu'on définit la formation? Est-ce qu'un autodidacte qui a quand même fait l'effort d'aller vers la formation, regarder des tutos, tester des trucs avec son téléphone, est-ce qu'on peut l'appeler quelqu'un qui n'est pas formé? Personnellement, je ne suis pas sûr. Là où une formation qui passe par les chemins classiques, que ce soit à l'école ou les formations en ligne, l'avantage derrière ça, c'est que ça te permet d'avoir des raccourcis et d'aller plus vite. Parce que nous sommes quand même dans un métier qui demande énormément d'énergie, énormément de temps, énormément d'argent. Et donc, plus on réussit à économiser du temps, mieux on maîtrise les dépenses, mieux on maîtrise l'argent derrière. Et voilà, c'est là où la formation a été très importante pour moi, par exemple. À la place de faire 10 ans d'expérience pour maîtriser les choses, il m'a fallu peut-être 3 ans, 5 ans d'expérience sur le terrain pour voir clairement les choses. Parce que l'école avait déjà implémenté un certain nombre de choses. Et ces choses-là, il y en a que tu comprends, il y en a que tu comprends beaucoup moins. Et avec l'expérience en tant qu'assistant, avec l'expérience en tant qu'assistant de prod, assistant réel, parfois même en tant que technicien, cadreur ou autre, on arrive à voir les choses beaucoup plus rapidement ou de manière beaucoup plus efficace. Et je pense que c'est vraiment cette formation-là qui a été très déterminante dans mon travail.
à un certain nombre de points. Maintenant, vu que tout le monde n'a pas la chance de faire une école de cinéma, est-ce qu'il ne serait pas intéressant aujourd'hui de réfléchir sur de nouveaux modèles? Et nous, c'est un peu ce qu'on essaie de proposer à travers Sangomar. On a recruté des jeunes qui n'ont pas forcément fait l'école, mais qui sont des passionnés, qui ont fait des ateliers. À côté aussi, on a pris des jeunes qui ont fait des écoles, à l'image de Aziz, que tu connais certainement, qui a fait les SAV, et d'autres comme Salih, qui a fait l'UGB, qui a un master en cinéma. Et on s'est rendu compte qu'avoir mis ces gens-là ensemble, ça leur a donné une nouvelle perception des choses. Et nous, en tant que aussi des gens qui ont été formés, qui ont eu de l'expérience, ça m'a permis aussi de voir comment les gens vont plus vite selon leur niveau de formation. Mais là où on y gagne tous derrière, c'est que très vite, on voit que même ceux qui n'ont pas été formés apportent quelque chose. Parce que, tu sais, nous, souvent, nous qui sommes passés par les écoles, on a des peurs et on s'autocensure très rapidement sur un certain nombre de points, tellement on sait comment ça marche. Alors que ceux qui n'ont pas forcément eu la formation, ils n'ont pas peur sur un certain nombre de modèles, tellement ils ne savent pas comment ça marche. Et souvent, dans leur délire qui ne respectent pas les règles, ils te donnent des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Et quand on est, comme disait Belblé, le hasard profite aux esprits qui sont bien préparés. Très vite, tu te rends compte que ces gens-là, finalement, ils apportent quelque chose. Et c'est avec le rapport qu'on arrive à construire un nouveau modèle, parce que faut pas qu'on se cache en tant qu'Africain. On a besoin de construire un nouveau modèle par rapport à notre secteur ou notre industrie du cinéma et de l'audiovisuel. Ça ne veut pas dire qu'on doit dégager tous les modèles qui ont déjà été inventés dans le temps, mais je pense que ces modèles, comment dire, s'appliquent dans un contexte assez spécifique, qui est un contexte totalement différent de nos réalités, et qui font qu'aujourd'hui, par exemple, en termes d'économie, au Sénégal, nous sommes parvenus à tourner des choses dans des maisons gratuitement, à même avoir notre journée de régie de tournage gratuitement, parce qu'il y a un pote qui aime bien l'actrice et qui dit je finance le petit-déj, ou je finance le déjeuner, ou je finance le dîner. Et finalement, ça nous installe dans un modèle qui sort des modèles occidentaux ou américains, et qui, du coup, nous pousse à réfléchir différemment et à voir peut-être comment lier le modèle occidental qu'on a appris à l'école au modèle qu'on a ici sur place, qu'on a découvert à travers nos expériences, pour construire quelque chose de durable et faire que nos films soient non seulement vus à la télé comme c'est en train de se passer, mais également que le public prenne plaisir à retourner dans les salles de cinéma pour regarder nos films, prenne plaisir à payer dans des plateformes pour pouvoir se taper toute une saison au lieu d'attendre chaque samedi qu'on nous donne un épisode. Donc ça, c'est des choses auxquelles on arrive petit à petit et qui vont clairement reconstituer la nouvelle en Afrique. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Papsec, pour cette discussion et pour avoir accepté d'entretenir cette discussion avec nous. C'était intéressant. On va pouvoir, ce sera disponible sur YouTube. Nous allons pouvoir partager ça avec les amis et tous ceux qui seront intéressés par ça. Donc, moi, je te souhaite bon vent. Donc, c'était assez intéressant même pour moi. Donc, je te remercie et je te dis à la prochaine fois, Papsec. Merci beaucoup et bien des choses à tous ceux qui sont au Sénégal. Merci à toi et très bonne initiative et bonne continuation surtout. Merci. Au revoir. Merci. Peace.